Merci beaucoup. Merci beaucoup pour me donner la parole, pour m'inviter de parler ici à Bordeaux par mes amis de Égalité et Réconciliation. Je ne crois pas que le sujet traité par mon ami de longue date, Christian Boucher, est tellement loin de l'eurasisme. Je vais expliquer pourquoi. Au début, je voudrais ajouter à cet exposé aussi les événements des années 90, quand la même chose s'est produite avec certains groupes des intellectuels de gauche, Jean-Pierre Cruz de la Libération, Bernard Cohen, et la revue qui a été appelée à l'époque Idiote International de Jean Dernalier. Là-bas, on a proposé dans ce cercle de la gauche anti-impérialiste, on a proposé la question simple. Qui sont pour nous les ennemis véritables? L'impérialisme libéral américaine, contre lequel la gauche, toute la gauche, normalement doit lutter, ou certains groupes nationaux français qui aussi détestent et contestent la légitimité de discours hégémoniques. Par exemple, certains représentants atypiques de la droite. Par exemple, Hélène de Benoît et certains personnages dans les autres tendances. Et c'était seulement l'invitation au dialogue de la part des gauchistes bien instaurés, par rapport à certains politiciens et idéologues inclassables en quelque sorte, issus de la droite. Par exemple, Hélène de Benoît. J'étais impliqué parce qu'on m'a considéré comme double agent de nationalisme russe, de communisme, de tous les mots possibles. Et finalement, le voyage de Jean Thiriard à Moscou, organisé par moi, et d'Alain de Benoît, des autres représentants de ce courant-là, de Claudio Muti et aussi de mon ami Christian Boucher, était traité comme le complot entre les pires, le complot des personnages totalement inclassables au sens négatif. Et Bernard-Henri Lévy et Henri Glusman ont lancé l'appel des 40, soi-disant le texte qui Pierre Bourdieu, Umberto Eco et aussi les autres personnalités de haute estime ont signé. Le sens de cet appel de 40, c'était interdire à tous les personnages de la gauche de quelques contacts avec les gauchistes qui ont tenté qui ont fait les premiers pas de dialogue avec ces personnages-là. C'était la dénonciation totale. Après ça, Bernard Cohen, qui était d'ailleurs juif de gauche, était représenté en faisant le salut nazi, et rejeté de toutes les revues gauchistes. Jean-Pierre Cruz, un des gauchistes de 68. Gauche prolétarienne, oui. Hein? Il était de la gauche prolétarienne. Oui, gauche prolétarienne, il était jeté de la Libération, et donc tout le monde, la revue a été fermée, alliée. Et vraiment, c'était la répression de la part de gauche des gens qui ont tenté seulement le dialogue, sans arriver encore à quelques disons, alliances, quelques projets communs. C'était la réaction radicale qui aussi, Didier Dennings aussi était impliqué. Donc, c'est l'épisode de même type qui rentre parfaitement dans ce que Christian Boucher a décrit.
Donc, mais la situation, si on pense sur les raisons de cette particularité de la part de la gauche, qui logiquement devrait choisir l'ennemi essentiel dans l'hégémonie ultralibérale américaine et monde unipolaire, pourquoi cette aberration? Je crois que ce n'est pas par la chance, et existe une certaine logique très importante qui nous aidera, j'espère, à comprendre qu'est-ce que c'est le racisme. Si on prolonge cette idée de marxisme et de trotskisme dans le cas de certains auteurs, Emanuel Wallerstein, américain, qui décrit le monde d'une manière suivante. Il a proposé la conception de le système du monde en basant sur les idées différentes, par exemple de Fernand Braudel et des autres auteurs de conception de développement dépendant de Furtado et les autres sources. Aussi en basant sur Marx aussi bien. L'idée de Wallerstein sont suivantes. Qu'il n'existe pas les nations, que tous les processus mondiaux sont internationaux parce que sont deux classes. Il y a seulement deux classes et non pas les classes nationales. Il y a la classe bourgeoise internationale et la classe prolétaire aussi internationale. Et l'histoire économique est orientée seulement dans ce sens de concentration de la classe bourgeoise dans le nord riche, autour du pôle de la civilisation américano-européenne, c'est en quelque sorte le pôle riche, comme l'expression spatiale, géographique de la classe bourgeoise. Et aussi, il y a la périphérie globale, où se concentrent les pauvres, les dépossédés de ce monde, donc la classe prolétaire. Et le processus historique fait cette concentration inévitable. Donc, nous allons directement à la situation de système du monde quand il n'y aura plus les nations, les États, et l'économie sera le seul fondement social au niveau global et mondial. Donc, pour que l'histoire économique se produise dans ce sens, il faut internationalisation absolue de la bourgeoisie, donc de la création de la bourgeoisie internationale de tous les pays, de régime de tous les pays, dans certaines places que Wallerstein appelle le centre ou le noyau. Mais aussi, il faut émigration des ressources de travail aussi internationales au niveau mondial dans l'autre zone qu'il appelle périphérie. Et finalement, dans ce sens, la globalisation et le globalisme est en quelque sorte inévitable parce que il s'agit de la logique économique de l'histoire. Donc, selon Wallerstein, qui est un des penseurs de la gauche alter-globaliste, de la gauche anti-globaliste aussi, et un des idéologues de beaucoup des organisations et conférences orientées contre la globalisation, selon lui, la globalisation capitaliste, libérale, avec l'hégémonie du riche nord représenté par les États-Unis et l'Europe occidentale, est absolument inévitable.
Et seulement après cette globalisation et internationalisation toute accomplie dans le pôle bourgeois, dans le nord riche, devra suivre l'internationalisation de classe prolétaire. Donc, la liberté de l'immigration est un mélange et confusion totale de ces classes, avec la perte totale de toutes les identités nationales, ethniques, religieuses, etc., etc. Donc, de l'histoire, avec l'identité multiple et plus ou moins enracinée, on passe vers, disons, l'économie, le système du monde, ou système monde, où il n'y aura plus bourgeoisie nationale, mais aussi prolétariat national. Tous seront internationalisés, et seulement après, et non pas avant, il y aura, après accomplissement total de ce projet-là, de la création et fixation finale du système monde, il y aura révolution prolétaire quand les prolétaires absolument nécessairement perdus, qui doivent perdre avant ça toute l'identité nationale, ethnique, religieuse, après cette perte, quand vraiment nous aurons l'autre homme prolétaire, travailleur sans race, sans patrie, émigré, donc nomade, en recherche de travail par le monde. Donc seulement après ça, avec une nouvelle classe prolétaire, que sera de périphérie, qui possédera de périphérie vers le centre, à la recherche de meilleur travail. Après ça, il y aura la révolution prolétaire. Quand les émigrés prendront le pouvoir des capitalistes de nord riches. Mais pour l'instant, il y a la dernière phase de cette globalisation, selon Wallerstein. Et problème avec le communisme soviétique, Lénine et surtout Staline, ici il répète Trotsky, problème c'est que si on veut faire la révolution socialiste et prolétaire avant cette globalisation, on finira par la création de système national bolchevique et même national socialiste, comme c'était le cas dans la Russie soviétique. Donc, on ne doit pas faire la révolution prolétaire avant cette phase de la globalisation. Donc, la victoire de l'hégémonie américaine, occidentale, libérale est absolument nécessaire comme la condition pour faire après la révolution. C'est donc, nous sommes dans une théorie gauchiste, théorie marxiste, théorie prolétarienne, qui n'est pas, disons, futile, c'est quelque chose qui est, disons, élaboré. Ce sont les idées. Et quand Christian Boucher a évoqué les néocons, c'est précisément la même chose. La logique, pourquoi les trotskistes de Podgorelets, de la revue Commentaries, et les autres, Crystal, Junior, Senior, toute l'équipe de néocons, pour comment ils expliquaient cette évolution à partir du groupuscule trotskiste vers l'entrisme, par l'entrisme dans le Parti démocrate, libéral et capitaliste, vers les républicains, ultra-capitalistes, ultra-impérialistes. Et c'était eux, les trotskistes et les fils des trotskistes, qui ont accentué encore cette hégémonie libérale américaine en proposant l'empire. Et ici, on approche au concept de notre ami Alain Soral. L'empire
c'est la création de l'empire américain, le concept de l'empire au sens américain et au sens soralien, c'est précisément, en quelque manière, l'imagination de la gauche, de l'extrême gauche, qui veut plus vite instaurer l'hégémonie américaine libérale ultra-capitaliste partout, en détruisant toutes les identités enracinées, nationales, ethniques, religieuses, et pour après, avec, disons, l'homme nouveau, post-immigré, immigré, qui sera totalement libre de tous les liens avec la religion, l'ethnie, la patrie et toutes les traces de l'identité collective, avec le prolétaire idéal qui n'existe pas, le prolétaire comme le concept de l'individu privé de toutes les qualités, comme c'était imaginé par Marx aussi, qui n'a rien à perdre. Donc parce qu'il n'est personne, il est socialement abstrait. Donc ce prolétaire-là doit prendre le pouvoir. Non pas le prolétaire actuel parce que c'est le prolétaire français, prolétaire russe, prolétaire hindou, prolétaire africain. Il possède certaines identités. Seulement le prolétaire prolétarien, qui n'existe pas mais qui doit exister, dans le processus de l'immigration libre, grâce à l'idéologie des droits de l'homme, parce que ça donnera la possibilité de cette confusion totale et destruction totale des identités collectives. Donc, après ça, on aura le système monde qui donnera la possibilité de faire la révolution mondiale prolétarienne. Bon, quelque chose dans ce genre était exposé dans les livres de Negri et Hart sur la multitude et l'empire. Plus ou moins la même idée, très justement critiquée par Alain de Benoît dans Crisis, si je me souviens bien. Donc, voilà l'explication du projet et de certaines collaborations, non pas, disons, contingentes, mais profondément enracinées dans la théorie marxiste de l'extrême gauche avec le libéralisme. Et tout ça, nous voyons dans l'affaire de Pussy Riot, chez nous, c'était l'extrême gauche, soutenu par l'américain, par les libéraux, totalement, et dans beaucoup des autres cas. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans cette situation le racisme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est aussi la quatrième théorie politique? Pour comprendre ça, à partir de cet exemple de la vision de Wallerstein, on peut évoquer troisième concept de Wallerstein qui s'appelle semi-périphérie. Parce que, selon Wallerstein, il existe aujourd'hui le noyau, le nord riche, représenté par la société atlantiste, proprement dit, américano-européenne, oligarchique, libéral capitaliste. C'est le centre. Le centre théorique, le centre économique, le centre politique, le centre géographique du système monde. Il y a les périphéries qui proprement représentent des zones rurales, globales, où on puise la majorité des ressources des travailleurs parce qu'ils ne peuvent plus exister dans l'ambiance naturelle. Ils commencent à bouger dans la recherche de travail et après il y a même l'échelle de l'immigration parce que en Occident ou en Russie c'est le point terminal de l'immigration. Mais l'immigration passe de village vers le cité, vers le petit cité, vers le grand cité, du troisième monde aussi, des mondes périphériques, parce que tout le monde bouge maintenant. Et c'est la périphérie, c'est, disons, l'espace politiquement concret où habitent les plus pauvres du monde.
mais aussi il y a semi-périphérie, de concept de Wallerstein, qui ne sont pas membres du club des riches du Nord et qui sont plus développés, plus organisés, plus sophistiqués que les représentants de la périphérie pure, semi-périphérie. Ce sont la Russie, la Chine, le Brésil, certains pays arabes, d'autres pays de l'Amérique latine, peut-être en quelque sorte Inde, dans certains secteurs. Donc les pays de BRIC. Des pays de BRIC qui sont plus ou moins caractéristiques pour comprendre qu'est-ce que c'est la périphérie. Semi-périphérie, qui n'est pas ni première monde ni troisième monde, c'est second monde. Parag Khanna, l'expert américain, a écrit le livre là-dessus. Deuxième monde, second monde, second world. Parag Khanna qui aussi développe ce concept de Wallerstein. Qui est intéressant, si on considère qu'est-ce que c'est ce deuxième monde, qu'est-ce que c'est semi-périphérie? Ici, nous approchons à l'eurasisme. On peut demander à Wallerstein, qu'est-ce que lui pense de cette semi-périphérie? Selon lui, c'est, disons, les grands blocs au pays en transition destinés de s'éclater, d'être détruits de l'intérieur ou de l'extérieur, pour que la bourgeoisie de ces pays de deuxième monde s'intègre dans le nord riche et que les prolétariens de ces grands espaces politico et socio-économiques s'intègrent à l'immigration provenant du troisième monde. Donc, pour ça, il faut ouvrir les frontières, organiser l'intervention humanitaire, insister sur les droits de l'homme, organiser NGO, etc., pour ouvrir cet espace et laisser possibilité à l'élite économique, aux oligarques deuxième monde s'intégrer dans le riche, nord riche, et en même temps les fleuves des émigrés doivent entrer librement d'en bas à partir du troisième monde. Donc, semi-périphérie de Wallerstein doit disparaître. Et c'est nécessaire pour que ce système monde commence d'effectivement exister. Donc, dans ce cas, semi-périphérie, c'est l'obstacle plus grave pour la création de système monde, et donc c'est en quelque sorte le délai pour la révolution prolétaire. Semi-périphérie, deuxième monde, donc représente le phénomène nouveau, parce que ce ne sont pas les nations et ce ne sont pas les États-nations qui font ce deuxième monde, mais ce sont en quelque sorte grandes civilisations qui apparaissent précisément après la chute du communisme, que Huntington a appelé les civilisations, dans son article fameux, La Clash of Civilizations. Ce sont les civilisations islamiques, civilisations russo-orthodoxes ou eurasiennes, civilisations latino-américaines, civilisations chinoises, civilisations hindoues, qui se sont apparues juste après la fin des blocs. Et donc, nous sommes dans la situation tout à fait pareille à la situation qui était dans les années 30 dans l'Europe, quand il y avait les marxistes, les capitalistes et les gens qui
préféraient, ou disons les régimes qui préféraient trouver non se débloquer ni au sens de capitaliste, libéral capitalisme, ni au sens de communisme. Troisième voie. Mais tout ça était en Europe, c'est le trait caractéristique, et d'autre côté, c'était dans le cadre des États-nations, dans le système westphalien qui était vivant et présent. Maintenant, on a affaire avec le phénomène tout à fait pareil, mais au niveau global, international, non pas européen, mais mondial, et avec non pas au lieu d'État-nation, nous avons les civilisations qui sont les pôles de ce deuxième monde. Mais la même chose, les marxistes disaient qu'il faut choisir le camp des prolétaires, les libéraux capitalistes disaient qu'il faut choisir le pôle de la démocratie libérale, les pays anglo-saxons, les États-Unis et Angleterre, et certains ont refusé de faire ce choix. C'est vraiment très important. Donc, on a encore une fois dans la même situation. Wallerstein et les marxistes, la gauche, les libéraux nous proposent de n'exister plus, nous les Russes, représentants de la civilisation eurasienne, qui cherchent à s'affirmer maintenant. Ils proposent à nos oligarques, par exemple comme Prokhorov, Abramovich, Berezovsky, de s'intégrer dans la société occidentale, et aussi ils nous poussent pour ouvrir nos portes à l'immigration, disons, provenant de l'Asie centrale et des autres pays pour s'en finir avec disons, les classes, pour en finir avec les masses proprement russes, parce que dans quelques temps, ils ne seront pas les masses russes, ils seront les masses proprement dit. Donc, plus correspondant aux conceptions de Wallerstein. Et ici, on doit chercher le sens de l'eurasisme actuel. L'eurasisme, c'est la proposition de prendre comme l'exemple, non pas le Nord riche, non pas les pays de la périphérie, et aussi rejeter la logique du progrès propre aux libéraux et aux communistes. Parce que, aux communistes de type trotskiste, parce qu'ils sont dans la même vision de l'histoire qui se déroule progressivement vers système monde. Les libéraux pensent qu'ils pourront conserver le pouvoir, les communistes, la gauche, pensent font l'allure de penser qu'ils prendront le pouvoir après, mais leur sincérité, nous ne discutons pas maintenant, mais le projet est le même. Donc, pour en finir avec semi-périphérie, pour créer le système monde comme la seule solution, comme la seule orientation historique possible du politique vers économique, mais économique de classe, économique basé sur l'hégémonie, sur la domination, sur le pouvoir immense concentré entre les mains des riches, orienté contre les pauvres. Donc, si on accepte, on nous impose cette logique, de gauche, de droite, de la part des libéraux, de la part de la gauche, des contestataires, tout le monde est d'accord avec cette logique de la globalisation, de cette logique de l'histoire. Et les civilisations du deuxième monde sont l'obstacle. Le racisme, c'est la proposition concrète de refuser cette logique
de l'histoire et proposer comme l'exemple, non pas les États-nations, l'État national, qui de toute façon s'intègre dans l'ensemble plus vaste aujourd'hui, et c'est la logique, et cette fois ce n'est pas subjective la logique, parce que les États-nations actuellement ne peuvent pas garantir sa souveraineté. Pour garantir souveraineté, il faut s'intégrer. Sans ça, on va perdre tout. Et ça, on reconnaît, mais en même temps, on ne reconnaît pas ce que la phase nécessaire suivante sera la création du système monde. On peut dire stop. Ici, nous sommes arrivés à certains points. Ici, nous allons faire choix. Parce que nous sommes libres. L'histoire dépend non des prédestinations de sens calvinien, mais de la décision libre de l'humanité, des hommes, des sociétés. Parce que on est libre. L'homme est libre. Tout le monde le reconnaît. On est libre. Donc, on peut choisir aller vers système, mais on peut choisir n'aller pas dans ce sens.